Hello, welcome back to this second day of the International Conference. Bienvenue à la deuxième partie de cette conférence internationale dédiée donc à la justice climatique et l'équité climatique. Nous avons eu donc une longue pause animée par nos poètes du climat. Nous allons maintenant reprendre notre session plus classique et nous allons donner la parole pour animer à notre collègue qui va sur les animer la session suivante. Il s'agit de Willem van de Putte qui va animer la session sur les communautés transformatrices. Donc Willem de l'Institut de médecine tropicale va animer cette session. Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi à toutes et à tous, et en particulier aux différents représentants qui vont participer au débat de cet après-midi. Je vais donc vous présenter les différents intervenants. Your reactions. So let's start with Women-led Climate Justice. This is a project of. Nous allons commencer avec la justice climatique. Voilà, une organisation. Ah, désolé. J'ai perdu le fil. C'est horrible. Quel est le nom que je cherche? Voilà, une ONG qui s'appelle iPads. Et les deux projets que vous allez nous présenter, l'un se trouve au Mozambique, l'autre au Bangladesh. Des présentations intéressantes seront faites par Rita Martin. Donc, nous allons commencer et écouter la présentation de Jorge Martin. Bonjour, je suis très heureux d'être ici avec vous pour vous parler de ce sujet très intéressant. La justice climatique dirigée par les femmes. Je viens du Mozambique et avec mes collègues, je vais vous faire ma présentation. Pour ceux parmi vous qui ne le savent pas, ELPAS est une ONG internationale. Nous travaillons dans bon nombre de pays en Asie, en Amérique latine et dans de nombreux pays. Nous avons des engagements par rapport à la justice climatique. Bienvenue à cette présentation. Nous croyons que la justice climatique dirigée par les femmes est essentielle pour renforcer la stabilité. L'urgence climatique devient de plus en plus fréquente. Nous allons voir un lien plus important entre ces pressions et l'équilibre de genre. Et en général, on voit que les femmes et les filles sont souvent affectées par les injustices climatiques. En termes de catastrophes, les femmes sont souvent atteintes. Souvent, elles sont négligées. Bon nombre d'entre vous ont entendu le rapport climatique. Tout d'abord, nous avons de nouveau des coupures de son. Je suis désolée, le son est de qualité extrêmement médiocre et nous empêche d'interpréter. We will talk about the impact and effects of climate as on reproductive and maternal health and ensure that adaptation plans, local actions, and women needs are included. At IPAS, we believe that women-led climate justice and reproductive justice is essential to global development and stability. Climate change is one of the defining crises of our time, and people's sexual and reproductive health and rights are affected by this crisis. Numbers don't lie. When Cyclone Idai hit Mozambique in 2019, 1.8 million people were affected, including around 488,000 women in reproductive age were also affected. Women comprise 20 million of the 26 million people estimated to have been displaced by climate change. And the majority of the 1.5 billion people living on $1 a day or less are women.
There are also more than 1.8 billion young people in the world today, and they are living the reality of climate change. Young people, particularly girls, are most vulnerable to the many effects of climate change, as well as the effects of lack of access to sexual and reproductive health and rights. At IPES, several years ago, we began to look at the impact of climate change on women's reproductive health and decision-making. We began talking with women in coastal Bangladesh and Beira in Mozambique, two countries that experience most severe impacts of climate change in the world. Mozambique, one of the world's poor countries, and my home, is highly vulnerable to climate change. We experienced a devastating cyclone in March 2019, and we are still feeling the impact. Climate change has exacerbated poverty and poor health outcomes for rural coastal population. In coastal Bangladesh, in areas around Dhaka, like the massive Rohingya refugee camps, frequent cyclones, landslides, and flooding also make this country particularly vulnerable to climate change. In our case studies, we have two components: a qualitative research piece conducted in coastal Bangladesh, as well in 3 districts of Zambezi province in Mozambique, and a communication piece which shows the impact of climate change on sexual and reproductive rights through image, stories, and the voice of women. What we have learned from our case study? We learned that climate change denies women's power. Women and girls are often responsible for gathering food and water. Les filles et les femmes sont souvent responsables d'aller collecter de l'eau. Les paysages sont affectés par le changement climatique. Elles doivent marcher loin. Elles sont rendues plus vulnérables à des viols et en raison de la sécheresse, leurs récoltes parfois peuvent également donc échouer. Elles sont confrontées à la faim. Les familles sont également parfois confrontées à des situations où elles doivent recourir à des mariages forcés pour leurs filles, ce qui entraîne des accès limités aux femmes pour la santé. Les aspects de changement climatique et de pollution, de stress, ont un impact négatif sur la santé des femmes. Elles le voient, elles le ressentent. Bon nombre de femmes disent que la pollution atmosphérique ou dans l'eau entraîne des douleurs. Certaines disent que ces questions peuvent également entraîner à des problèmes dans leur famille. Ceci peut également avoir un impact négatif sur la vie des femmes et des filles. À Chamangarh, des centaines de femmes sont confrontées à des problèmes de santé reproductive. Voilà, Noor Banu, 20 ans, au Bangladesh. Sans accès à l'éducation et aux soins de santé, les filles sont confrontées à bon nombre de difficultés, notamment liées à la grossesse. Les familles ne peuvent pas se permettre d'aller voir le médecin et souvent, en conséquence, des jeunes femmes meurent lorsqu'elles donnent naissance. Des avortements sont également pratiqués dans des conditions peu sûres. Parfois, il faut attendre des semaines pour que la famille puisse emmener la jeune femme chez le médecin. Je suis désolée, la qualité du son est médiocre. J'essaye de faire ce que je peux avec le son que j'entends. Voilà Laura. Elle vit au Mozambique. Elle a perdu le toit de sa maison lors d'un cyclone.
elle et son mari, depuis, ont eu des difficultés pour s'occuper de leurs enfants. Elle souhaite avoir un autre enfant et trouver un meilleur travail pour pouvoir assurer la subsistance de sa famille. À présent, je ne peux pas continuer à tomber enceinte. Il y a une pause. Je pratique le planning familial. Tellement de femmes auxquelles nous avons parlé au Mozambique ont dit la même chose. Elles parlent de leur stress lié au fait qu'elles doivent s'occuper de leur famille, essayer de trouver un emploi, également essayer d'envoyer leurs enfants à l'école. Tout cela a un impact sur leur vie, leur santé. Nous allons voir de plus en plus un lien entre cette pression et les manques de revenus en raison de mauvaises récoltes. Partout dans le monde, nous essayons de réfléchir à des mesures. Je suis désolée, le son est vraiment trop médiocre. But we know it affects real people every day. It affects every aspect of their lives, particularly women, who are the cornerstone of African families. We see it when kids can't go to school because of flooding. Little girls lose out on opportunity. We see it when women can't farm and sell their product at the market because of drought. People have suffered. People's security and safety is in jeopardy. In our research, women are telling us what they experience and what they need to live and to thrive. They want access to healthcare, including to reproductive healthcare, like contraception and abortion. Those health services are not the solution to the climate crisis, but women are telling us that it is what they need to adapt to the change and stress around them. With those services, they are better able to finish their education, achieve economic stability, and to be the decision makers about their own bodies. They are building their own resilience. We have a responsibility to listen to them and to help create resilience, community, and health systems around them. Thank you. Presentation. There are immediately, thank you. Alors, there are lots of questions. Merci. Il y a énormément de questions qui nous arrivent, mais nous allons les garder une fois que nous aurons entendu les autres intervenants. Mais merci, Jorge. Merci pour cette présentation intéressante. À présent, Rodada des Philippines va nous parler. Elle va nous parler des peuples autochtones et la façon dont le changement climatique les affecte. Nous avons à nouveau des problèmes de son chaque fois que nous entendons les gens. Il est impossible d'interpréter, désolé. For indigenous peoples, the material condition for our primordial resilience to the impact of climate change, including that of health, is our possession of our natural resources in our ancestral territories. Indigenous peoples who continue to inhabit their mountain territories, like us in the Cordillera region and elsewhere in the world, remain in control of our agroecological food systems, our natural resources, and our ancestral territories. Such prevailing control over our food systems and the factors nourishing these are the bedrock of our primordial resilience, both in terms of food as well as health resilience, whether in time of emergencies or normal situations.
the nutritionally diverse diet provides us the nutrition needed in building our resilience to diseases and malnutrition. At varying levels, indigenous peoples remain in control of their indigenous knowledge and practices on primary health care, acknowledged as a collective legacy, thereby being practiced as a collective societal responsibility. The prevailing indigenous social value on community welfare is vital in shaping the collective effort of community resilience as we deal with the impact of climate change, whether in the aspect of health, food, and other social determinants. These indigenous knowledge and practices form the building block of our community-based health program, or CBHP. Our CBHP intervention have been reinforcing these indigenous practices by increasing our indigenous knowledge with scientific enlightenment, improving sanitation practices such as fencing off of otherwise freely roaming pigs, construction of community toilets, organizing backyard gardening and other forms of preservation of herbal medicine, introduction of traditional Chinese medicine as complement to indigenous reflexology system, introduction of basic mental health care as complement to indigenous practices, and other basic practices on primary health care. In addition, the CBHP program made its contribution in the collective effort of indigenous peoples in claiming for equal right to the highest attainable standard of health. The particular contribution of our CBHP has been the facilitation of linkages of indigenous communities with health service providers, with the academe, with health advocates, locally, nationally, and internationally, such as sharing our story in this very important international conference. Thank you for bringing us in. Moreover, the struggle to practice our own developed community-based health program and the struggle to demand for right to health has from the onset been linked to the struggle of indigenous peoples for the right to ancestral land and right to self-determination. Sad to say that this community-based health program has been among the targets of the Philippine government's counterinsurgency program, having been tenaciously tagged as communist program or communist linked. Persecuting our CBHPs will not terminate the well-ingrained social movement for the defense of ancestral land, which is the foundation of the resilience of indigenous peoples in dealing with emergencies such as health emergencies brought about by climate change. The ultimate factor that will obliterate our primordial resilience to climate change and its health impact is by uprooting us from our territories or introducing large-scale projects that will result to loss of control on our natural resources or by intense militarization of our territories, factors which we are intensely resisting against. Thank you. Thank you. Thank you very much, Rhoda. This is a touching presentation that combines the traditional values with the modern politics. Interesting to talk about later on. But first, we will have our third and last presentation. Nous allons donc passer à la troisième présentation. Alors, certains d'entre nous se trouvent à Bruxelles et nous allons donner la parole à Vitalia, qui va nous parler d'un projet qui a été développé à Bruxelles et qui porte sur des jardins à Bruxelles, et de la possibilité d'une démarche participative. Bonjour à toutes et à tous. Je suis pharmacienne et je collabore au niveau scientifique avec l'Université de Bruxelles. Et j'ai essayé de voir quel était le potentiel participatif en termes de méthodes de recherche par rapport à la création d'espaces urbains où l'on cultive des plantes médicinales. Donc, ce projet a démarré il y a environ 3 ans avec toute une série de collègues. Alors, ce projet
projet est une initiative qui a été mise sur pied par l'Université libre de Bruxelles en 2018. L'objectif était de transformer le musée universitaire en un espace muséal interculturel et interdisciplinaire et où promouvoir ce type de dialogue par le biais de connaissances en matière de santé. Donc, nous avons pu faire preuve d'un certain enthousiasme par rapport à cette initiative. Alors, beaucoup de résidents de Bruxelles ont décidé de se joindre au projet et ont pu, avec leur expérience personnelle, participer à ce projet, développer toute une série de relations avec les plantes médicinales, la nature, etc. Et on a pu voir de quelle manière ceci pouvait avoir un impact sur la santé. Alors, le COVID-19 a déclenché davantage de questions en matière de recherche, des questions beaucoup plus spécifiques. Comment, par exemple, en ces temps de crise et au-delà, peut-on prendre soin de soi et puis surtout le faire en collaboration en quelque sorte avec la nature. Donc, nous avons pu mettre en place toute une série de pratiques à base de l'utilisation de ces plantes. Nous avons pu organiser toute une série de forums ouverts, toute une série d'activités, groupes de travail, rencontres, dialogues et échanges avec toute une série d'équipes locales qui regroupaient toute une série de professions. Et à cette occasion, nous avons pu partager toute une série d'expériences par rapport aux plantes médicinales. Nous avons pu également mettre en commun notre savoir en la matière. Alors, nous avons pu nous retrouver dans différents cadres, dans des musées, au niveau des auditoires universitaires, au sein des collectivités locales, et nous avons pu également nous retrouver dans les différents jardins où nos plantes étaient cultivées. Alors, nous avons eu des moments plus festifs et puis, ensuite de cela, nous avons eu au cours de la deuxième année à faire face au confinement. Alors, pendant le confinement, on a quand même continué à se retrouver. Nous l'avons fait de façon virtuelle et nous avons pu continuer à nous encourager mutuellement. Tout au long de cette période, on s'est rendu compte que ces jardins étaient devenus en quelque sorte des espaces d'apprentissage mutuel, intergénérationnels et qui nous permettaient de multiplier des contextes différents. Donc, cela nous a permis de mettre en place un savoir, de répondre à toute une série de questionnements. Alors, depuis le mois de septembre dernier, nous avons pu adopter une approche un peu différente par rapport à notre périple. Nous avons constaté que nous passions d'une approche centrée sur l'humain vers toute une série de questionnements. Il s'agissait de voir comment prendre soin de notre santé en utilisant ce qui était mis à notre disposition pour la nature. Donc, nous avons entamé un véritable travail exploratoire. Nous essayons de voir ce que nous, humains, nous pouvons apprendre des plantes, par exemple. Et nous avons essayé dès lors d'ancrer notre travail de terrain dans une approche qui soit une approche plus théorique. Alors, nous évoluons en permanence au niveau de notre réflexion. Nous sommes parfois confrontés à toute une série de nouveaux défis, notamment eu égard à la crise mondiale qui sévit actuellement, qu'il s'agisse des changements climatiques et autres. Et quoi qu'il en soit, nous avons la possibilité de nous écouter les uns les autres et de créer des cercles d'échange. Alors, la méthode que nous avons utilisée nous a permis de mettre en place un dispositif visant à mieux comprendre la situation. Donc, ici, nous avons pu passer beaucoup de temps dans nos jardins et nous avons constaté que nous pouvions considérer la ville de Bruxelles comme étant en quelque sorte une série de réseaux. Dans le cadre de notre projet, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait bien entendu toute une série d'interconnexions et d'interdépendances au niveau de nos différents jardins bruxellois. Lorsque nous nous déplaçons dans ces espaces interconnectés,
nous avons la possibilité d'échanger sur nos expériences personnelles. Nous avons la possibilité d'échanger entre nous et d'échanger au sein des communautés. Alors, nous avons essayé d'ancrer en quelque sorte les connaissances traditionnelles en matière de santé de façon à pouvoir explorer en quelque sorte les possibilités. Et je voudrais conclure ma présentation avec cette photographie parce qu'effectivement, les villes tendent à devenir de plus en plus denses, les espaces verts tendent à disparaître et on se demande si on peut encore faire pousser des plantes en ville et de quelle façon on pourrait effectivement tirer des enseignements pour notre santé, pour le restant de notre vie et de quelle manière nous allons pouvoir rester en bonne santé tout en continuant à vivre dans nos villes. Voilà, je vous remercie de votre écoute attentive et je reste à votre disposition pour répondre à des questions éventuelles. Merci beaucoup, Vitalia. Merci pour votre présentation. Alors, c'est toujours plus agréable de se voir lorsque l'on se parle. Donc, je vais demander aux intervenants qui nous ont rejoints de brancher leur caméra. Je vois qu'il nous reste 17 participants. Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il reste bien 17 participants parmi nous? Donc, je demande qu'on me confirme. Bien, magnifique, effectivement. Donc, merci pour ces très belles présentations. Alors, j'ai entendu parler de communautés qui pouvaient être une source de transformation en agissant de la base vers le sommet plutôt que d'attendre que des initiatives leur soient proposées du sommet vers la base. Donc, lorsque les changements sont pris avec tout le sérieux requis, eh bien, il y a probablement beaucoup à apprendre. Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, je voudrais vous encourager à participer aux discussions du panel, mais je vois qu'il y a d'ores et déjà des questions qui ont été posées. Donc, lorsque on parle de tradition, lorsque l'on parle de culture, lorsque l'on parle de la façon dont l'humain envisage la situation, je crois qu'il est toujours intéressant d'entendre parler de différents projets tels que celui de Jorge, parce qu'effectivement, il y a une incidence du climat sur ces communautés et on pourrait peut-être se poser la question de savoir s'il y a une terminologie ou un langage particulier qui est utilisé par la population pour qualifier ces éléments. Alors, sur base de la recherche, on a effectué beaucoup de recherches, notamment sur la perception qu'avaient les uns et les autres par rapport à ces éléments climatiques. Alors, il est vrai que cette expérience que nous avons engrangée, elle s'est principalement constituée au cours de ces 10 dernières années. Et c'est vrai qu'il a fallu s'adapter à ces nouvelles conditions ambiantes. Mais il y a également des régions où on est confronté à d'autres problématiques, des problématiques qui exacerbent en quelque sorte ces événements climatiques. Il y a par exemple beaucoup de régions où il y a un problème d'accaparement des terres aux mains de certaines personnes. Et là, les changements climatiques se greffent à une situation qui est d'ores et déjà pénible. Et cette situation fait en sorte que l'on essaye d'enlever leurs terres à toute une série de personnes. Et c'est un phénomène qui persiste depuis de nombreuses années. Donc, c'est un phénomène qui fait en sorte que certains individus veulent s'accaparer les terres qui restent. Et donc, il est vrai qu'à l'aune de cette situation, l'interprétation que l'on peut avoir des phénomènes climatiques est encore différente. D'autre part,
il y a des régions et des communautés qui sont davantage touchées par les changements climatiques. Et ce sont notamment des populations qui vivent dans des zones urbaines qui sont très, très pauvres. Généralement, ce sont des territoires où personne n'a envie de vivre. Mais néanmoins, il y a des personnes qui ont pu acheter un petit lopin de terre dans ces espaces où personne ne souhaite véritablement vivre. Et les gens ne se sentent pas en sécurité, bien entendu. Vous n'avez pas, auparavant, les gens avaient suffisamment d'argent que pour pouvoir vivre dans un endroit qui était agréable. Et puis maintenant, eh bien, avec le peu d'argent dont ils disposent, ils doivent s'acheter un lopin dans des zones qui ne sont pas sécurisées, où ils ne se sentent pas en sécurité. Alors, il y a une femme qui a notamment expliqué dans le cadre de la recherche qu'elle vivait là, mais qu'elle n'avait pas la possibilité d'acheter quoi que ce soit. Et chaque fois, en cas de pluie, elle doit déménager ailleurs. Et donc, la problématique est liée au fait que ces gens ne peuvent pas s'offrir ou acheter quoi que ce soit. Donc, tout cela pour vous dire que tout dépend du contexte, bien entendu, et tout dépend de la façon dont les femmes, puisque ici nous avons beaucoup parlé des femmes dans notre recherche, de la façon dont les femmes appréhendent la situation et perçoivent la situation dans laquelle elles se trouvent. Merci, merci beaucoup. Alors, il y a une question évidente qui me vient à l'esprit. Vous avez parlé également des connexions qui existe entre les personnes qui prennent la situation en main, qui ont les rênes en main, si je puis dire, et puis les autres qui doivent subir les conséquences de ces décisions. Et ceci me fait penser à ce qui a été dit par notre collègue des Philippines. Il est important que ces personnes qui ont parfois une assise ou une connaissance plus traditionnelle puissent contrer en quelque sorte cette approche qui est parfois de mise au niveau des dirigeants. Oui, je voulais tout simplement renforcer les valeurs communautaires, les valeurs de la collectivité. Et c'est vraiment ce que ces gens ont fait. Ils ont décidé de prendre leur destin en main, en quelque sorte, et d'agir et d'attirer l'attention sur la situation qu'ils vivaient au quotidien. Ils ont parlé de leur source de revenus, de la nature qui est leur source de revenus. Ces populations ont dû faire montre également d'une certaine forme de résilience, mais néanmoins, elles ont tenté de se défendre face à ces autorités. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et dans vos deux expériences, au Mozambique, au Bangladesh et aussi, ainsi qu'aux Philippines, je constate effectivement que vous avez décidé de mettre en avant vos points forts, les points forts de la communauté et les points forts liés notamment à vos connaissances ancestrales, celles que vous avez engrangées depuis très, très longtemps au niveau de ces collectivités. Et cela a permis, dans certains cas de figure, de contrer ces forces politiques qui mettaient parfois les perspectives d'avenir en danger. Est-ce que vous voudriez réagir par rapport à cela? Oui, en fait, ce que je voudrais dire par rapport à cela, c'est que il est important au niveau du Mozambique et du Bangladesh de se rendre compte que les communautés ont également changé, le tissu social a également évolué. Et tous les aspects de santé sont très, très importants parce que cela intervient au niveau du tissu social, du lien social. Mais les communautés ont effectivement changé à cause de ces modifications climatiques. Elles ont parfois dû se déplacer vers des territoires qui sont beaucoup plus difficiles à atteindre. Donc, comme Jorge l'a très, très bien dit, a très bien explicité ce type de situation. Et lorsque nous parlons de santé, beaucoup de femmes nous parlent de la relation avec la nature. Et nous voyons que ces paramètres changent également. Quelle est la relation avec la nature? Comment peut-on redéfinir cette relation que l'on a avec la nature? Et puis, il y a bien entendu tout le savoir ancestral et traditionnel dont on dépend. Et il est important de pouvoir partager cela à nouveau pour pouvoir peut-être davantage resserrer les liens au niveau du tissu social. Et il faut probablement adapter nos dispositifs en matière de santé pour pouvoir
pouvoir justement soutenir les populations qui sont confrontées à ces difficultés. Merci beaucoup, Vitalia. Alors, ceci me ramène à votre présentation à vous, mais vous veniez d'un projet, vous êtes impliqué dans un projet différent avec un point d'entrée différent. Comment créer une expérience intéressante, notamment au départ d'un musée universitaire? Et puis, vous avez pu, à partir de là, entamer un travail d'échange de connaissances, de mise en commun de pratiques, etc. Et c'est probablement ce qui a fait le succès de votre projet. Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu cet aspect? Oui, je pense que nous étions tous exposés à ces processus monoculture qui sont généralement devises. Et la connaissance dominante était celle qui l'emportait sur le reste. Et on constatait qu'il y avait une disparition des systèmes de connaissances, des savoirs ancestraux. Et la même chose s'appliquait à toute une série d'autres cultures qui étaient peut-être parfois moins intensives. Et donc, on a essayé de faire réémerger ces racines culturelles. On a dès lors créé toute une série d'espaces, des espaces qui nous permettaient de fomenter cet échange de connaissances et de savoirs et surtout les mettre en commun. Et il est vrai qu'il ne faut pas se fonder sur un seul système en termes de résilience, mais il faut essayer de diversifier les systèmes. Et ceci a été constaté non seulement en Belgique, mais également dans d'autres pays européens. Les systèmes créés et qui reposent sur la médecine conventionnelle ont bien entendu leurs limites. Et avec l'émergence du Covid, on a constaté qu'on ne pouvait pas se procurer de gel désinfectant ou de masques tout simplement parce qu'on était dépendant du marché. Et cela nous a permis de comprendre à quel point il fallait en revenir à nos connaissances ancestrales et une approche qui ne soit pas une approche unique. Bien, alors moi, ce que je voudrais retirer de ces trois récits, c'est que la situation est très différente, l'environnement est très, très différent, mais vous avez plus en commun, me semble-t-il, que d'éléments qui vous opposent. Et je pense que dans le public, il y a bien entendu possibilité de poser des questions, donc n'hésitez pas à le faire. Mais moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que si on regarde ce qui se passe actuellement, si on voit les changements mondiaux, si on voit les réactions et les réactions en chaîne qui en découlent, on peut se dire que si nous voulons survivre, si nous voulons trouver des façons alternatives d'avancer, si nous voulons aller de l'avant, nous devons poursuivre avec certaines traditions. Et c'est au niveau de la communauté que l'on peut trouver effectivement ces traditions. Et c'est pour cela qu'il est fondamental que ces communautés puissent se montrer actives et puissent mettre un coup de frein, si je puis dire, à ce qui se fait actuellement. Alors, au niveau des Philippines, comment est la relation entre les différents groupements, notamment au niveau politique? Est-ce qu'il y a une opposition au niveau des militants politiques et de ces collectivités, ou bien est-ce qu'il y a une communauté d'objectifs? Alors, bien entendu, comme je vous l'ai dit, il faut pouvoir faire essaimer ces connaissances par le biais de l'éducation. Donc, ce que l'on fait dans ces communautés, c'est mettre sur pied un système de santé de base. On essaye de créer une certaine forme de résilience en matière de santé. Et on essaye d'imprimer cela au niveau des services de santé plus modernes. Donc, on essaye d'utiliser cette approche au niveau de problématiques de santé par rapport aux maladies, etc. Donc, nous essayons de rattacher nos programmes de santé à ceux des prestataires de santé au niveau urbain, là où il y a des médecins et des infirmières qui se portent volontaires pour se déplacer dans les collectivités afin de les informer de la possibilité de contrôler les maladies, des possibilités en matière d'assainissement, etc. Donc, ces médecins et infirmiers et infirmières font confiance aux membres de la communauté et ces personnes
sont dès lors beaucoup plus réceptives à ce qui pourrait leur être dit, puisque là, nous avons d'un côté des experts des systèmes de santé modernes et on crée par ce biais-là une espèce d'interface, et c'est par le truchement de cette interface que nous parvenons à resserrer les liens au niveau de la communauté et des communautés. Et c'est effectivement une approche qui est acceptée au niveau des communautés. Nous avons des acupuncteurs, nous avons toute une série d'autres approches traditionnelles qui sont bien entendu largement utilisées. Et généralement, les gens sont très réceptifs quant à l'utilisation de ces médecines chinoises traditionnelles. Donc, mises bout à bout, ces connaissances indigènes et ces médecines traditionnelles nous stimulent en quelque sorte et suscite également l'intérêt des jeunes générations qui se montrent ouvertes, si je puis dire, par rapport à cela. Et puis, nous avons également les médecins et les médecins qui reconnaissent également les acquis que cela peut générer. Donc, c'est grâce à cette interface, en quelque sorte, que nous pouvons procéder à des échanges à partir de sources de connaissances différentes. Voilà, merci beaucoup. Merci, effectivement. Alors, je pense que si on regarde la réalité du quotidien au niveau des communautés, nous constatons qu'il y a toute une série de connaissances traditionnelles qui peuvent essaimer. Et c'est parfois lorsque l'on accepte de sortir un petit peu de sa zone de confort que l'on peut constater qu'il y a effectivement d'autres possibilités qui existent. Donc, dans la vie normale, on utilise tout ce qui est à disposition pour améliorer son quotidien. Donc, ce que je constate ici, c'est que dans votre cas de figure, on utilise beaucoup les méthodes plus traditionnelles pour partager justement les connaissances et les savoirs engrangés. Alors, je pense que ce qui est très, très intéressant dans votre cas de figure, c'est que parfois, on peut apprendre des plantes que l'on cultive et que plus on connaît certaines plantes, plus on peut générer des connaissances par rapport aux autres plantes. Alors, il y a bien entendu différentes façons d'interagir, différentes façons de penser à la situation. Notre projet, bien entendu, est un projet et reste un projet expérimental, et la société belge est confrontée à un système de santé qui est très hiérarchique, avec à la tête de ce dispositif toute une série d'experts. Alors, il est évident qu'il y a parfois des médecines traditionnelles qui existent aussi chez nous. Elles existent bel et bien, mais très souvent, elles sont ignorées. On en fait fi au profit des systèmes de soins de santé traditionnels et classiques. Mais malheureusement, on n'a pas toujours de programmes qui nous permettent de documenter et d'étayer tous les savoirs qui ont été engrangés en matière de santé. Donc, souvent, on les a ignorés ou on a décidé de ne pas voir les bienfaits de certaines pratiques. Et cette approche hiérarchique n'est pas positive, bien entendu, pour nos citoyens. Donc, c'est pour cette raison qu'il est important de mettre en place un véritable dialogue. Il est important de voir comment nous pouvons mettre en commun toutes ces connaissances et tout ce savoir par le biais d'un véritable dialogue. Et l'objectif ultime, c'est bien entendu de transmettre ces connaissances à d'autres. C'est pour cela que dans le cadre de notre projet, ceci s'est avéré tout particulièrement important, et nous savons que les connaissances en la matière dépend de la richesse de la biodiversité et de la diversité des plantes disponibles. Et donc là aussi, il faut pouvoir compiler les connaissances requises. Et donc, il faut probablement donner plus de place, si je puis dire, à la nature en tant que telle. Et le langage que nous avons développé est un langage très, très technique.
et nous avons parfois une approche très hiérarchisée également en termes de soins. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir un revirement quant à la façon de communiquer sur ces plantes et quant à la façon de se pencher sur ces questions. Et les jardins étaient précisément ces endroits où l'on pouvait diminuer, apaiser les tensions et où on pouvait véritablement entamer un dialogue par rapport à la diversité des espèces, par rapport à la diversité de la vie. Cela a suscité toute une série d'interrogations et cela nous a permis d'avoir des échanges très, très intéressants, très denses. Il y a beaucoup de recherches qui ont été menées à bien. Et comme cela a été dit hier lors d'une des principales interventions, il est parfois très, très difficile de trouver des solutions, surtout si on ne fait pas preuve d'imagination par rapport à ces problèmes, même si l'imagination a également ses limites. Et il faut parfois forcer l'imagination, si je puis dire, pour pouvoir entamer davantage de collaboration, s'intéresser à ces espèces. Donc, il est important de pouvoir s'écouter les uns les autres et d'avoir des espaces où l'on peut s'exprimer de façon intelligente. Oui, c'est fascinant. Il y a un professeur néerlandais de philosophie qui a consacré les dernières années de sa vie à un arboretum où il a publié la conscience qui existe au niveau de la racine des plantes véritablement. Donc un système, donc un jardin, une biosphère, un système et a une conscience. Et bon, c'est un type de conscience peut-être différente par rapport à celle des êtres humains, mais les humains ne devraient pas être les seuls qui estiment avoir un certain niveau de conscience. Dans vos présentations, il y a deux questions qu'on peut se poser par rapport à ce niveau de conscience. Si on réfléchit à ce qui se passe dans ces communautés, vous avez ce sentiment d'activisme, le fait d'agir, et puis en même temps le sentiment de menace. On discute pas mal de parler de différentes façons d'envisager la santé. Une des meilleures solutions donc pour répondre à une menace, c'est de ne plus se trouver dans une situation de crainte donc où on va donc véritablement être bloqué par la crainte. La meilleure façon véritablement de répondre à la menace, c'est de pouvoir réfléchir et agir. Est-ce que d'une certaine façon, vous avez réfléchi aux éléments psychosociaux que connaissent les gens qui sont frappés par le stress, qui essayent d'échapper au stress? Est-ce que je peux avoir la parole, dit madame? Oui? Oui, allez-y. Alors, oui, dans les communautés autochtones, vous le savez, les rites communautaires sont vus comme une forme de processus psychosocial. Mais ce que notre programme a introduit, c'est qu'il a introduit cette façon d'avoir un traitement psychosocial même dans les communautés autochtones, en particulier, dans certaines régions, nous avons également ces problèmes de santé mentale, donc ces maladies liées à la santé mentale. Donc là, nous avons décidé de nous pencher sur ces rituels autochtones comme une façon de traiter donc ces problèmes et l'introduction de cette approche moderne, le fait d'encourager ceux qui connaissent des problèmes de santé mentale à parler avec les autres, à partager ça avec d'autres et d'autres personnes qui essayent également d'apporter le réconfort. Eh bien, tout ceci a contribué, en tout cas dans notre expérience, donc le fait d'avoir une interface entre ces rituels et cette approche plus moderne de traiter les problèmes psychosociaux, ça a permis d'améliorer peut-être la situation, en tout cas par rapport à certains problèmes de santé mentale moins sérieux. Merci, Jorge. Avec le micro, s'il vous plaît. Notre expérience. Tout d'abord, les hommes et les femmes s'adaptent différemment par rapport au changement. Les femmes sont parfois plus vulnérables parce qu'elles ont moins de ressources moins de ressources financières, moins accès aux informations. Et elles ont moins également de pouvoir que les hommes. Les femmes, avec moins de moyens et moins de ressources, doivent résister au changement climatique. Donc, on trouvera
plus de problèmes de santé mentale également au niveau des femmes en raison d'un manque de ressources. Donc, on voit que donc il y aura peut-être moins de soutien communautaire par rapport aux problèmes de santé mentale par rapport à d'autres problèmes. Mais en même temps, bon, c'est vrai que les femmes ont moins de pouvoir, moins de ressources, pour faire preuve de résilience. Et en même temps, ce sont les femmes qui ont la capacité également d'être efficaces pour mobiliser les communautés. Ce sont elles qui peuvent parfois également mobiliser les communautés pour empêcher parfois des événements catastrophiques d'avoir des conséquences désastreuses. Ce sont elles qui peuvent partager les informations concernant le bien-être de la communauté. Donc, quels sont donc les matériaux qu'on peut utiliser, qu'est-ce qui est le moins polluant. Ils vont partager des informations à propos de changements environnementaux ce sont les femmes qui gardent les familles unies, qui essayent également de partager les ressources au niveau de la communauté. Ce sont les femmes qui s'organisent finalement pour aller à l'hôpital, pour aller chercher des médicaments. Par exemple, en cas de pluie diluvienne, lorsque les routes sont fermées, eh bien, elles vont toujours essayer d'y aller pour continuer à avoir accès aux médicaments. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, nous devons comprendre l'impact du changement climatique. Il est là, bien sûr, il est réel. C'est difficile si on ne se penche pas non plus sur les relations de pouvoir, le rôle des femmes dans les communautés également, pour répondre à ces événements climatiques. Mais je voudrais également dire qu'au Mozambique, par exemple, nous formons des chefs de communauté pour identifier ces risques, essayer de les gérer et également essayer de renvoyer donc certaines personnes qui, par exemple, souffrent de problèmes de santé mentale. Et c'est pas easy parce qu'il y a des barrières. Vous avez des femmes parfois qui vivent dans des zones éloignées. Comment peut-on donc accéder à elles? Il s'agit là de toute une série de questions importantes. Oui, merci. Et c'est vrai que si on essaye de se pencher sur cette santé mentale, c'est vrai qu'avec la COVID-19, oui, on parle de la santé mentale, mais on sait qu'on n'arrivera jamais peut-être à apporter une aide jusqu'à ce niveau-là. Et en même temps, on doit non pas simplement uniquement se concentrer sur les personnes, les individus, mais également se pencher sur les communautés. Les communautés sont frappées par le changement climatique. Ce sont elles qui décident de réagir à ces changements. Et c'est souvent la façon la plus efficace d'appréhender ce type de stress. C'est une façon formidable de veiller à ne pas rester passif, vulnérable et de ne pas pouvoir réagir aux changements, aux catastrophes qui s'abattent sur vous. Mais en tant que communauté, on peut essayer de réagir et d'être plus fort pour réagir à cela. Alors, dernière chose, si vous pensez, Bidaya, parce que vous nous avez expliqué comment vous pouvez partager connaissances d'autres façons, d'autres types de connaissances qui sont partagées. Si vous regardez votre expérience au Mozambique, au Bangladesh, aux Philippines, à Bruxelles, comment peut-on permettre à ces racines de pouvoir véritablement pouvoir se développer pour donner lieu à des plantes? Quelles sont les expériences que vous avez pu avoir? Ce que nous voyons dans notre travail, nous partageons le fait d'avoir confiance en la vie et le fait de travailler ensemble. Si on parle de résilience, finalement, si on parle d'action, mais c'est à chaque fois en relation avec d'autres personnes. Et nous devons vraiment privilégier, créer des conditions dans lesquelles ces relations vont pouvoir se développer. Comment est-ce qu'on peut créer ces relations
donc au moment de la préparation, pour se préparer aux crises. Comment est-ce qu'on peut agir également ensemble, faire face en étant unis pour faire face à des moments de crise à venir? Mais c'est vrai que lorsque vous avez une action commune et qu'on peut s'entraider, se soutenir mutuellement, partager les responsabilités, c'est plus facile parce que pour moi, l'élément central dans cette conférence également, c'est de voir comment on peut continuer à se préoccuper de ces injustices, de ces souffrances énormes en ces périodes donc frappées par ces bouleversements climatiques. Comment peut-on maintenir une certaine stabilité? Cette stabilité, je crois qu'on peut la trouver lorsqu'on reste unis et c'est vrai que nous devons également veiller à protéger notre planète. Nous devons tous véritablement essayer de partager les responsabilités d'être unis parce que sinon, si c'est une personne ou un système qui doit uniquement s'occuper de cela, eh bien, il va avoir un poids énorme sur ses épaules. Nicolette, vous souhaitiez intervenir? Oui, ceci est lié à ce que d'autres ont dit lorsqu'ils ont parlé du fait de partager les connaissances. C'est vrai que quand on pense donc aux communautés, lorsqu'on pense également à l'entraide, c'est quelque chose de tellement important. On l'a vu avec le planning familial. C'est vrai que les communautés apportent cette entraide. Et ce que nous faisons à présent, c'est voir comment nous pouvons connecter les systèmes de santé pour aider les communautés à s'améliorer, à améliorer les systèmes d'entraide qu'elles offrent. Bien sûr, les technologies peuvent être utiles. Nous avons notamment utilisé également de systèmes pour de la technologie moderne pour fabriquer les médicaments, etc. Nous pouvons ainsi aller dans ces communautés pour apporter le soutien nécessaire à ces communautés, comme Jorge l'a dit également. Qui va véritablement fixer un ordre de priorité? Et ça, c'est bien sûr un élément à prendre en compte. Et là, il y a l'élément politique également. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'entraide. C'est tellement important. Au niveau des communautés, elles doivent prendre soin d'elles-mêmes. Ça semble être en effet un paradoxe, mais c'est vrai que si vous ne pouvez pas vous aider vous-même, eh bien, vous ne pouvez pas aider les autres. Vous avez besoin de la communauté pour vous aider vous-même. Voilà, nous avons utilisé tout le temps qui avait été mis à notre disposition et à présent, nous passons des communautés aux politiques transformatives, voilà. Nous vous remercions tous. Merci pour vos contributions. Alors, j'ai essayé d'inclure également certaines des questions posées par les gens. Merci de nous avoir donné l'occasion de parler de ce thème. Merci à Rhoda, Nicolette, Jorge, Mivitaya. Merci à toi, Willem. Tu as très bien rempli le temps qui t'a été alloué. C'était très intéressant.